GES1 France vous présente le Débathlon. Accélérez et fiabilisez vos flux logistiques avec les standards GES1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Débathlon. Aujourd'hui, notre thème va porter sur le Brexit, un vrai sujet d'actualité. Donc, en quelques mots peut-être en guise d'introduction, l'établissement d'une nouvelle frontière avec un pays qui va passer du statut de membre de l'Union européenne à statut de pays tiers pose un ensemble de questions, notamment en termes de préparation. L'angle d'attaque que nous avons souhaité avoir avec l'ensemble des participants que je vais vous présenter, c'est de parler des impacts et pourquoi pas des opportunités que peut présenter les conditions de mise en œuvre de ce Brexit. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau François Mion, directeur adjoint de la prévention et de la protection du groupe Renault. C'est ça même. Voilà. Merci François. Thierry Grumiaux, délégué de la commission Transport International, Douane et Logistique de la FNTR. Bonjour. Bonjour Thierry. Et Robert Lenay, exécutif vice-président de Crystal Group, spécialiste de multiples dimensions, mais vous les connaissez déjà. Donc, avant de démarrer directement dans quelques petits éléments chiffrés dimensionnants, que vous pourrez retrouver d'ailleurs plus en détail dans le guide qu'a publié le MEDEF, que Robert et Thierry m'ont cité, qui sont tout à fait intéressants. Oui. Éléments dimensionnants, on va revenir peut-être d'ailleurs sur cette notion, plus statistique qu'autre chose. 750 millions de tonnes de transit entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale via Calais et Dunkerque. Plus de 10 000 poids lourds par jour. La Grande-Bretagne est le troisième client de produits frais de la France. Un segment de marché tout à fait significatif, représente 3% du PIB en exportation. Donc ce guide vous donnera beaucoup plus d'éléments, mais les dimensions sont extrêmement multiples et les flux sont tout à fait conséquents. Dans notre façon d'aborder le sujet aujourd'hui, nous parlerons d'un scénario no deal pour le Brexit, vous comprenez bien, Brexit dur, ce vers quoi on s'oriente, donc nous partons de cette hypothèse potentielle d'un blocage majeur des flux le 30 mars au soir. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le 30 mars au soir. Le 29 soir à minuit. Le 29 soir à minuit, le 30 mars. À minuit. Donc on n'a pas voulu nous faire ça le 1er avril. Donc le rideau sera tiré le 30 mars. Ou pas. Ou pas. Mais partons de cette hypothèse, puisque nous partons de l'hypothèse d'un Brexit dur. Donc François Mion... Si je peux me permettre, Jean, dans tous les cas, on sera dans un pays tiers. Le 29 au soir... Dans tous les cas, le Royaume-Uni deviendra pays tiers. C'est les modalités de mise en œuvre qui seront distinctes. Donc, le premier point qui va intéresser la communauté du supply chain management, c'est quel impact possible sur les flux de marchandises et les échanges. François Mion, Renault, vous avez envisagé la dimension les différentes dimensions Oui, alors bien sûr, on s'est depuis un bon moment déjà posé la question de savoir quels allaient être les effets d'une situation au 29 mars au soir, on est sur un Brexit dur. Il y a eu tout un travail en amont qui a été effectué par les différents métiers qui sont intéressés dans l'entreprise, c'est-à-dire la logistique, toute la partie achat, enfin bon, toutes les différentes fonctions et la fonction douane, bien évidemment, qui sont impactées, puis la fonction aussi sécurité, parce qu'on a une problématique à gérer qui est une problématique de sécurité des flux logistiques, qui est pour nous extrêmement importante. Donc on s'est positionné très en amont pour réfléchir aux conséquences de ce Brexit dur. Bon, c'est effectivement très impactant. Donc on a fait un travail qui est un travail d'appréhension au départ, d'études sur le fond, parce que ce que disent souvent les chiffres que l'on pourrait citer autour du nombre d'unités de fret, autour des volumes de marchandises échangées, ça dit en fait très peu de choses sur la réalité de l'impact économique dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est justement une des problématiques que l'on a aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec les différentes instances, avec les administrations, avec l'administration douanière, c'est que faire prendre conscience à l'interlocuteur administratif de ce que c'est sur le fonctionnement global de l'entreprise, dans son business, quel est l'impact précis de ce type de blocage, des conséquences d'un Brexit dur. Et
notoirement fort. C'est notoirement fort en termes de production, en termes de sourcing. C'est notoirement fort en termes de commerce. Donc ce sont des impacts qui sont violents et qu'il nous a fallu anticiper. Est-ce qu'on sait pour autant, est-ce qu'on est bien sûr pour autant qu'aujourd'hui que les schémas qu'on a pu faire, les différents scénarios qu'on a pu concevoir vont correspondre très exactement à la réalité de ce qui va se passer? Personne, je pense, à peu près n'en sait rien, ni chez Renault, ni je pense dans aucun autre grand groupe, ni même aucune entreprise. C'est un impact business, on va le mesurer réellement au moment où ça va se produire. Ralentissement, blocage, surcoût inhérent à ces ralentissements et blocages. Donc quand on raisonne flux, effectivement, on voit bien risque, je pense qu'on va les évoquer. Organisation des approvisionnements, modification de sourcing, modification de flux, analyse des capacités de stockage. Est-ce qu'on fait, on était sur des modes de fonctionnement qui étaient à flux tendu pour approvisionner les unités en Grande-Bretagne. Il va falloir modifier ça, il va falloir travailler. Est-ce qu'on constitue des stocks tampons ou pas? Est-ce que des stocks tampons qui correspondent à quelle durée? Parce qu'un blocage, des ralentissements frontières, des blocages frontières, ça c'est évident qu'on va les avoir. Combien de temps ils vont durer? Savoir que dans l'industrie automobile, juste un chiffre pour donner d'idée, un arrêt de chaîne, alors c'est un coût moyen, hein, parce qu'une entreprise comme ça fabrique des véhicules qui sont de différents types, et le prix de chaque véhicule correspond à un coût de fabrication très différent. Mais un arrêt de chaîne chez Renault, c'est 3 000 € la minute. Une fois qu'on s'est arrêté pendant plus d'une huitaine d'heures, donc ça coûtait 3 000 € la minute pendant 8 heures. Mais il faut compter à peu près l'équivalent du double du temps d'arrêt pour arriver à remettre en route normalement la chaîne. Toujours à ce coût de 3 000 € la minute. On va vite sur des chiffres impressionnants. Donc, les impacts, oui, très forts. Relocalisation éventuellement. Relocalisation, changer des flux, revoir des productions, pourquoi pas, si nécessaire. On va peut-être revenir sur comment vous avez fait pour cartographier en fait. Mais Thierry voulait réagir? Non, ce que je voulais dire en fait, c'est que effectivement, ça va avoir une incidence sur des coûts, mais à la limite, chaque secteur va avoir des incidences sur les coûts différents. C'est-à-dire que là, par exemple, on a bien vu chez Renault, on va avoir une incidence sur le coût global en fait de construction d'un véhicule s'il y a des arrêts de chaîne. Pour le transporteur routier, par contre, là, l'incidence en termes de coût, elle va être en termes d'attente, si jamais il y a des attentes, parce que là aussi, encore une fois, on n'a pas non plus forcément tous les éléments en main, mais s'il y a des délais d'attente, il est bien évident que ces délais d'attente vont avoir un coût pour l'entreprise de transport, et que ces coûts-là ne pourront pas être répercutés, puisque ce n'est ni de la faute du transporteur, ni de la faute de son chargeur. Ça va être des délais qui vont être dus à des déclarations, à des contrôles en douane, à des contrôles phytosanitaires. Et là, on va avoir des coûts, puisque je rappelle qu'en France, quand même, les délais d'attente sont considérés comme une partie rémunérée en fait, pour le conducteur, et que, puisqu'en fait, il est dans son camion et il ne peut pas vaquer à des occupations extérieures en fait, et qui lui sont propres. Donc on va avoir ces coûts-là qui sont à prendre en compte, et qu'aujourd'hui, on est bien incapable de chiffrer, même si effectivement la douane française s'est engagée à fluidifier au maximum les passages et les échanges. Il faut bien considérer quand même, et ça c'est le message qu'on passe depuis le départ, que les échanges avec le Royaume-Uni, que ce soit le 29 mars à minuit, ou plutôt le 30 mars, ou que ce soit même si jamais il y avait un accord, bon, c'est toujours possible, enfin on y croit de moins en moins, donc en 2021, de toute façon, à un moment ou à un autre, le Royaume-Uni va devenir un pays tiers, et il y aura donc des contrôles, il y aura donc des déclarations en douane, il y aura donc des choses qui vont se mettre en place, et que donc de ce fait, les échanges ne seront plus possibles d'être faits de la même manière qu'ils étaient faits auparavant. Quand je dis auparavant, c'est par rapport à maintenant. Clairement, donc des vrais enjeux business. Ouais. Alors on a un peu l'impression quand même que jusqu'à présent, on a plutôt eu des informations statistiques que des informations business. Ah non, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a quand même des sites, il y a la DGE, la Direction Générale des Entreprises, le SGAE, le Secrétariat Général aux Affaires étrangères, la DGDDI, etc., et même la DGAL, ont mis à disposition quand même des entreprises un certain nombre de sites avec des questions-réponses, avec des informations très pratiques, de la même manière que les Britanniques l'ont fait d'ailleurs au niveau du transport. Hein. Il y a eu des fiches qui ont été faites en fonction d'un certain nombre de choses. La seule chose, effectivement, c'est qu'on est plus sur quelque chose de général plutôt que quelque chose d'applicable directement à certains secteurs d'activité.
Dans ces fiches, on vous dit il va falloir vous préparer à faire des déclarations douane. Bon, ok, d'accord. Il va falloir voir quelles sont, si c'est soumis à des normes, si c'est soumis, etc. D'accord. Mais ça, c'est plus pour, je dirais, l'exportateur, puisqu'à partir de maintenant, on va devoir parler d'exportateur pour celui qui va expédier sur le Royaume-Uni et d'importateur pour le cas des Français. Donc, il va falloir effectivement se mettre en règle par rapport aux règles de l'OMC. Puisqu'encore une fois, ce sont celles-là qui vont s'appliquer d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive. Sauf que dans un cas, on a 44 jours pour s'y préparer, et dans l'autre, on a un peu plus de 3 ans. Mais bon, compte tenu des dernières informations... Moi, je voudrais ajouter sur les impacts, il y a les impacts fiscaux aussi. Ça va jouer sur le fiscal, puisqu'il va y avoir des changements à ce niveau-là, et ça va être un moment. Et puis, bien entendu, sur les hommes, puisqu'on va avoir un impact là, en termes de temps, à partir du moment... que ça va demander plus de temps, comment il va falloir prévoir de renforcer à tous les niveaux, aussi bien chez nous, prestataires, que chez les industriels, que chez nos clients chargeurs. Donc ça pose quand même... il va y avoir des impacts très conséquents. Et si on revient sur la façon dont vous avez évalué en fait ce qui va se passer, ou en tout cas tenter d'évaluer. Vous évoquez le fait de travailler entre services, ainsi de suite. En termes de méthode, vous avez procédé de quelle manière Alors, on a procédé, bien évidemment, les premiers métiers impactés, tels que la logistique, comme le commerce, se sont immédiatement penchés sur ce sujet-là. Dès que le Brexit a été voté, les conséquences ont commencé à être analysées à l'intérieur des métiers qui étaient les premiers concernés. On a une façon de travailler chez Renault qui est de prendre les choses le plus en amont possible. Moi, j'appartiens à la direction de la prévention et de la protection. La partie prévention, chez nous, est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on a, dès le départ, établi, on a un comité de veille. Dans ce comité de veille, on a évoqué à plusieurs reprises la question du Brexit pour analyser les différents impacts que cela pouvait avoir dans les différents métiers. On a tenu encore récemment un comité de veille. On a fait venir un représentant de la DGDDI pour parler avec eux de cette perspective qui devenait celle que nous connaissons au 29 mars, d'un blocage, d'un Brexit dur, pour parler de ça, et en réunissant les différents métiers autour de la table pour échanger. C'est d'ailleurs là on s'aperçoit d'une chose, c'est que... Alors, est-ce que toutes les entreprises ont un travail très en amont de fait? Je ne suis pas certain. C'est un peu le sens de ma question. Bon. On l'entend bien quand on parle la capacité d'anticipation, la capacité d'anticipation dans le business français, je dirais que c'est pas forcément la qualité première. On compte beaucoup plus sur la notion d'improvisation, l'adaptabilité, et donc la prévention, c'est pas la priorité. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que de la part du côté des interlocuteurs administratifs, la tâche ne leur est pas non plus très simplifiée par le fait qu'il y a une forme d'opacité. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus très transparent toujours avec eux. Ils ont une analyse de ce que cela peut signifier pour une entreprise. Ils connaissent au niveau des déclarations qui sont déposées les échanges de biens qui se font. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'est-ce que ça veut dire stratégiquement à l'intérieur du modèle économique, du business model de l'entreprise. Et ça, si on ne leur donne pas ces éléments-là, on crée un filtre qui n'aide pas, je pense, l'administration à appréhender justement la manière dont cela va impacter l'économie française. Les vrais enjeux. Il y a un véritable enjeu là stratégique. Donc je pense qu'il y a une stratégie qui est adoptée, qui serait, si on parlait d'opportunité, enfin c'est déjà en amont sur ce qu'on va dire peut-être tout à l'heure, mais on parlait tout à l'heure peut-être d'opportunité, c'est peut-être l'occasion de revisiter un petit peu notre modèle d'intelligence économique sur le sujet, qui est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus en anticipation sur les événements, et est-ce qu'il ne faudrait pas non plus être un peu plus en transparence, en tout cas au moins donner aux interlocuteurs avec qui on a la nécessité de travailler, les interlocuteurs institutionnels sont ceux avec qui on est obligé de travailler, des éléments qui permettent d'avoir une analyse partagée de l'impact économique réel sur la stratégie de ce type d'événement.
Mais le problème qu'on a aussi, particulièrement avec le Royaume-Uni, on en discutait tout à l'heure, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où l'Union européenne, parce qu'il faut parler comme ça, aujourd'hui, les négociations se font au niveau de l'Union européenne et pas au niveau de la France. Il y a absolument interdiction, par contre, ça c'est clair, de négocier des accords bilatéraux pour chaque État membre avec le Royaume-Uni directement. Donc c'est vraiment les 27 qui négocient, enfin qui vont tenter ou qui tentent de négocier quelque chose avec le Royaume-Uni. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 1993, en fait, on n'a plus de déclaration en douane avec le Royaume-Uni, et que donc on avait juste des déclarations d'échange de biens, et que ces déclarations d'échange de biens ne sont pas des déclarations en douane, et elles ne permettent pas d'avoir des statistiques fines sur les échanges avec le Royaume-Uni. Pour citer ne serait-ce que cet exemple-là, qui est quand même très, très symptomatique, tous les échanges d'animaux vivants, de produits alimentaires ou de produits végétaux. Aujourd'hui, la DGAL, elle a pris la décision, elle a identifié les 9 points de sortie ou d'entrée en France des produits de ce type-là par rapport avec les échanges avec le Royaume-Uni. Mais de là à dire s'il y a plus de volume dans un point ou un autre, elle est incapable de le dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va avoir des infrastructures temporaires qui vont être mises en place, mais qui ne seront que temporaires. Le temps d'identifier. Je rappelle quand même que 80% des échanges avec le Royaume-Uni passent par la France aujourd'hui. Donc c'est quand même pas négligeable. On parlait de 10 000 véhicules tout à l'heure. C'est 80% des échanges avec le Royaume-Uni qui passent par la France. Donc on a un vrai problème d'identification. Alors moi, je voudrais ajouter, moi je vais surtout parler au niveau des PME, PMI et même ETI, je dirais à ce niveau-là. Sur l'identification, on a effectivement un vrai souci, puisqu'on a aujourd'hui des sociétés. Quand Thierry nous parlait effectivement de déclaration d'échange de biens, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de PME n'ont même pas de déclaration d'échange de biens, puisqu'il y a un seuil qui est fixé, par exemple, à l'importation à moins de 460 000 euros de mémoire. Donc toutes ces sociétés qui sont en dessous de ce seuil ne sont même pas connues. Non, tout à fait. Et l'effet qui se coule, c'est que ces sociétés travaillent bien souvent avec des PME, qui elles-mêmes ne travaillent pas à l'international. Quand je dis PME, c'est peut-être plus même des TPE, en termes de transport, c'est-à-dire 5-6 véhicules, pas plus, qui n'ont jamais travaillé à l'international. Donc ces gens-là ne sont pas non plus identifiés par les administrations. Donc effectivement, là on a un vrai souci. Et puis en termes de temps, de timing, malheureusement beaucoup d'entreprises ne peuvent pas mettre en place ce qui a été fait aujourd'hui dans une grande entreprise comme Renault. Et tant mieux que Renault ait pu faire ce genre de choses. Mais les PME n'ont pas cette Est-ce que les entreprises qui étaient au EA, par exemple, n'ont pas eu des éléments de facilitation? Parce que connaître ces processus, c'est un début de connaître sa cartographie. Quand on parlait de la démarche et de la transparence tout à l'heure, c'est aussi aux sociétés de faire la démarche, de dire c'est pas parce qu'on est OA qu'il faut être en position d'attente. Oui. On est OA, il faut avancer. Mais c'est déjà un atout quand même. Oui, bien sûr. Si on est OA par rapport à des PME qui, elles, étaient un peu vierges dans la... Absolument. Ne maîtrisaient pas totalement leur processus, qui est une bonne pratique supply. Plus que l'OA, moi je dirais tous les accords qui ont pu être négociés avec les douanes françaises, par exemple, il faut en profiter. Il faut aller voir tout accord. Pas seulement quelqu'un qui est au OA, quelqu'un qui peut avoir un régime spécifique. Vous l'évoquiez, c'était un État membre. Donc un État membre, donc les gens n'ont pas eu une vision de leurs échanges avec une barrière. Bien entendu. Avec une barrière. Bien entendu. Mais d'un autre côté, il ne faut pas mélanger les genres non plus au niveau des échanges avec le Royaume-Uni. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a 3 grands opérateurs dans le cadre des échanges avec un pays tiers, et notamment demain avec le Royaume-Uni. On a l'exportateur, qui lui connaît sa marchandise et qui va être vraisemblablement en charge de réaliser les déclarations en douane, les documents de transit, etc., et documents d'accompagnement. On a le représentant en douane enregistré qui va travailler pour le compte de chargeurs éventuellement qui vont externaliser leur douane, et qui lui, par contre, son rôle, ça va être de réaliser ces déclarations en douane. Et puis on a le transporteur, plutôt le conducteur, qui se trouve lui en bout de chaîne, mais qui va être aussi impacté si jamais les formalités ne sont pas faites correctement. Je m'explique. Quand vous faites une déclaration douane ou quand vous faites un document de transit, vous devez fournir, dans ce cas-là, en tout cas c'est ce qui est prévu par la douane, on doit fournir au conducteur ce qu'on appelle un document d'accompagnement. Ce document d'accompagnement, il va être visé à l'embarquement sur le ferry ou dans le tunnel pour pouvoir valider le vu en fait à l'embarquement et donc pouvoir apurer un certain nombre de documents. Bon. Aujourd'hui, la douane française communique énormément sur le fait de faire des déclarations anticipées. Très bien. Ça veut dire qu'effectivement, les déclarations vont être faites avant et qu'au moment du chargement, a priori, le conducteur devrait disposer de ces documents.
Mais toutes les entreprises ne sont pas dans ce cas-là. Robert parlait des PME, TPE. Encore une fois, il faut bien comprendre que, et là je ne parle pas du transport routier, je parle de l'écosystème exportateur français. On a énormément de PME qui travaillent essentiellement avec l'Union européenne et qui, depuis 1993, n'ont plus ou n'ont pas la compétence douanière. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, et aujourd'hui, ce que vous évoquiez par les hommes, oui. Et aujourd'hui, nous, pour revenir à la question de tout à l'heure, comment on s'est préparé, nous, à la FNTR, depuis pratiquement 2016, depuis pratiquement le résultat du vote, on a créé une commission spécifique Brexit, dans laquelle on avait effectivement nos adhérents qui sont essentiellement des transporteurs routiers. Et puis, on a associé dès le départ la DGDDI et la DGITM, justement, pour un petit peu essayer d'avoir quelques informations. Bon, on est parti sur les 2 scénarios au départ. Le scénario où il y avait un accord, bon, très bien, période de transition jusqu'en 2021, voire 2022, ok. Et puis l'autre scénario où il n'y a pas d'accord, où là on se retrouve directement le 29 mars à minuit avec retour des déclarations en douane, etc., des formalités. Et on a demandé à nos entreprises, donc aux transporteurs routiers, de se rapprocher de leurs clients pour savoir quel était leur niveau de préparation par rapport à ça. Parce que c'est eux quand même qui vont devoir fournir les renseignements, c'est eux qui connaissent leurs marchandises. Et on se rend compte, malheureusement, aujourd'hui, par les retours qu'on a, qu'on a énormément d'entreprises. Alors, je ne parle pas des grands groupes, Renault est prêt ou quasiment prêt, mais sur les PME ou les TPE exportatrices, tout le monde est persuadé, et c'est peut-être aussi le défaut d'un certain nombre d'organisations qui ont laissé planer le doute sur le fait qu'il y aurait un accord. Non, on ne pouvait pas se permettre de dire ça. Il y aura peut-être un accord, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Il y a un vrai avantage quand on vous entend, quand on vous écoute et qu'on vous entend, à être structuré comme un grand groupe, à avoir fait sa cartographie de flux, à avoir anticipé les risques, ainsi de suite. Il y a un grand avantage pour les entreprises de taille un peu plus petite à appartenir à une fédération, avoir une fédération à leur service qui les ont informés. Il y a les autres. Alors, j'avais envie de poser la question à Robert Launay, qui est au sein de Crystal Group, qui accompagne des PME ETI. Si vous aviez 3 conseils à donner à la veille aux entreprises, quoi faire? Premier conseil, et ce qu'il ne faut pas oublier déjà, c'est qu'il faut un numéro à l'international. Le numéro à l'international, c'est ce qu'on appelle l'EORI. Il faut absolument, et moi le conseil que je peux donner aux PME, c'est surtout enregistrez-vous, prenez ce numéro EORI par un outil qui s'appelle Soprano à la douane. Ça fonctionne pas, attention aux surcharges, donc il ne faut pas attendre le dernier moment. Ça fonctionne quand même globalement. Donc, c'est le numéro EORI qui est en fait le numéro de sirène à l'international, le numéro d'immatriculation de l'entreprise à l'international. 2, cartographie des flux. Ça, c'est vital. Si on ne fait pas la cartographie des flux... Et des documents, on en parlait. Et des documents qui les accompagnent. Ça va avec, mais c'est ça l'idée derrière. Il y a des gens, si l'entreprise n'arrive pas à le faire elle-même, il y a des gens qui peuvent accompagner aujourd'hui. Mais surtout, cartographie des flux. 3, process. On met en place des process avec, Thierry le disait plus ou moins tout à l'heure, plan A, plan B, plan C. En accord avec l'administration bien sûr. douanière. Mais je pense que c'est ce point-là que vous vouliez évoquer. C'est du partenariat, ça. Tout ça, c'est du partenariat. On est plus fort en équipe. Enfin, ce qui est très, très important, c'est de dire je m'entoure de compétences autour de moi, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Donc, on est, nous, en tant que prestataire de services, là pour conseiller les entreprises, mais la douane française est un vrai partenaire, et depuis fort longtemps. Côté UK et côté Royaume-Uni, on a aussi des partenaires, hein, on arrive à discuter. Vous évoquiez un document qui vient d'être publié, parce qu'il va falloir qu'on aille vers la fin de l'échange, malheureusement, le temps passe vite. Vous évoquiez un document de référence qui peut aider ? Un guide publié par les douanes françaises, il y a 2 documents de référence. Il y a un guide qui est très, très, très bien fait, qui est édité par la Direction Générale des Douanes, qu'on peut se procurer sur le site internet de la douane, douane.gouv. Voilà. Et on a également un guide qui a été élaboré par le MEDEF, qui est très technique, qui touche vraiment tous les aspects, pas seulement les aspects de transport ou les aspects douane, mais également l'aspect fiscalité, l'aspect finance, à quel niveau les entreprises peuvent être impactées et qu'est-ce qu'il faut faire surtout à ces différents niveaux. Et n'est-ce pas là, en fait, cette opportunité d'anticipation, de structuration d'une démarche, c'est peut-être pas ça l'opportunité du Brexit Ah si, je pense que de toute façon, oui, effectivement, ce que je commençais à prédire tout à l'heure,
c'est effectivement, ça amène aujourd'hui, je pense, enfin, ça doit amener aujourd'hui à avoir une réflexion un petit peu plus étendue et plus transverse à l'intérieur de l'entreprise sur la manière dont on doit analyser les conséquences de modifications importantes comme ça. On sent bien de toute façon qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en termes de commerce international. On sent qu'on est dans une sorte de guerre économique qui ne dit pas son nom, mais qui est de plus en plus présente dans les échanges. Beaucoup d'entreprises, des grandes et celles plus petites qui voudraient se lancer à l'international le découvriraient. C'est quelque chose qui, le milieu est plus hostile qu'il l'a été par le passé. Aujourd'hui, le méconnaître, c'est pas une bonne idée. Et pour ne pas le méconnaître, le meilleur moyen de s'y préparer et de s'y adapter, c'est d'avoir effectivement une démarche très en anticipation. Ce que chez nous, on appelle la sécurité économique, c'est-à-dire comment on analyse les différentes composantes d'une stratégie économique internationale pour un groupe, mais pour une PME, pour une PMI, pour un ETI qui veut travailler à l'international, parce que c'est là où est le développement et c'est là où on a la capacité à créer de l'emploi, enfin, à faire vivre, à dynamiser l'économie. Bon, je pense que là, effectivement, il y a un véritable enjeu, il y a une opportunité à saisir. Ce serait dommage de pas le comprendre. Je pense que les échanges qu'on a là peuvent aider à le comprendre. En tout cas, sensibiliser. Voilà, c'est une volonté de sensibiliser. C'est une forme de conclusion, nous en sommes très proches. Thierry Gremiot, en 2 mots, vous diriez pour ce qu'on doit retenir de cet échange? J'ajouterais juste un dernier conseil quand même qui est très très important pour les PME, notamment pour les PME et les TPE, c'est de se rapprocher des pôles d'action économique de la douane, qui sont présents dans toutes les régions et qui sont là justement pour aider les entreprises dans leurs procédures et la mise en place de process sur les douanes, et notamment les primo-accédants, si je peux me permettre, au niveau de toutes ces formalités en douane. Ça, c'est vraiment très très important. Il y a eu un gros travail de fait par la DGDDI déjà depuis quelques mois, avec des réunions régulières organisées par CPAE. Et c'est là aussi où on se rend compte que le degré de préparation n'est peut-être pas aussi important qu'on le souhaiterait, parce que malheureusement, au départ, il y avait très peu d'entreprises qui venaient, effectivement. Là, maintenant, ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vraiment très, très important, les PAE, pour ça. Et puis sinon, les transporteurs... Robert Launay acquiesce. Non, mais je rejoins tout à fait. Moi, je dirais, par rapport à ce que disait François Amion, l'intelligence économique, c'est aussi l'intelligence collective. Et donc, il faut qu'on travaille absolument ensemble. Et aujourd'hui, on a la chance, avec la douane française, d'avoir des pôles d'action économique. Il faut en profiter, mais également s'entourer de tout ce qui peut être conseil, nos associations, les syndicats professionnels. Enfin, clients, importateurs, exportateurs, douanes, prestataires, comprenant leur rôle de conseil. Je pense que c'est une bonne remarque, un travail. On parle de collaboration en supply chain, on parle d'intelligence collective, on parle... J'entends aussi derrière défense des intérêts de nos entreprises nationales. Je vais vous remercier tous les 3. Je retiendrai peut-être en phrase ce que vous disiez. Donc, une sécurité économique globale dans une compétition, dans un environnement de plus en plus hostile. Ça paraît un peu punchy, mais c'est ce que vous entendiez, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est une prise de conscience importante à avoir. Et donc voilà un épisode, essayons de voir le Brexit comme un épisode, pendant la paix, prépare la guerre, c'est saison 1. Bien, merci à tous pour votre contribution. Merci. Chers web téléspectateurs, rendez-vous à très bientôt pour un prochain Débathlon. Merci. GS1 France vous a présenté le Débathlon. Accélérez et fiabilisez vos flux logistiques avec les standards GS1.